Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Bonjour, bienvenue dans ce nouveau café coop jeunesse, notre rendez-vous mensuel pour découvrir les acteurs et actrices de jeunesse du territoire. Aujourd'hui, nous accueillons le CRAJEP Bretagne ainsi que la Ligue de l'enseignement 35. Donc, le CRAJEP, c'est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. D'ailleurs, pour rappel, on a déjà accueilli dans différents cafés coop des membres du réseau du CRAJEP, que ce soit donc l'URAGE, l'Union régionale Habitat Jeune, l'UBAPAR, également la Fédération des centres sociaux et familles rurales, si je n'oublie personne. Donc, n'hésitez pas aussi à aller revoir ces cafés coop si cela vous intéresse. Mais on va déjà se concentrer sur celui-ci pour aujourd'hui. Peut-être pour commencer, avant de présenter les deux personnes qui sont à côté de moi, bien vous faire penser à couper votre micro et caméra. En effet, les cafés coop sont enregistrés pour être rediffusés sur la chaîne YouTube du plan. Et donc, pour éviter que votre visage soit affiché sur celle-ci, nous vous encourageons à pouvoir couper votre caméra. Si vous souhaitez poser des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ma collègue qui est derrière le micro nous vous retransmettra les questions durant l'échange. Je me tourne vers vous. Ils sont très sérieux pour l'instant. Très sage. Très sage. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Kevin Boiveau, qui est coprésident du CRAJEP Bretagne et directeur de la Haut-Réven, ainsi que Eva Richard, qui est chargée de projet collège-lycée au sein de la Ligue de l'enseignement 35. Il est possible qu'il y ait un petit souci de son. On va faire une toute petite pause le temps que les participants répondent. Pour le moment, dans le chat, on nous dit que le son n'est pas bon. Ah. Est-ce que c'est le cas pour tous les participants qui sont en ligne? Sinon, ça fait un test. Tu peux recommencer. On nous dit j'entends bien, c'est bon de mon côté. Le son est très bien de mon côté. Désolée pour cette petite interruption. A priori, il n'y a pas de dysfonctionnement de notre côté, donc on va pouvoir reprendre. Bon, parfait. Et ben, on va pouvoir répondre avec la première question, qui est très simple. Qu'est-ce que le CRAJEP, Kevin ? Le CRAJEP Bretagne. Le CRAJEP Bretagne, donc CRAJEP, ça veut dire Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Des CRAJEP, il y en a partout dans toute la France. Et du coup, nous, c'est spécifique à la Bretagne, donc CRAJEP Bretagne. Pour comprendre un peu, il y a le CNAJEP à l'échelle nationale, donc Comité des relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Il y a 70 membres nationaux qui, travaillent sur justement, au sein du CNAJEP. Et nous, du coup, depuis 1983, du coup, on s'est créé en Bretagne le CRAJEP pour pouvoir justement faire le travail, ou en tout cas être dans la dynamique des travaux du CNAJEP, mais spécifiquement sur les spécificités bretonnes, sur le territoire breton et avec les acteurs et actrices du territoire breton. Et donc depuis 1983, le CRAJEP s'est créé avec une dynamique de vouloir se réapproprier les politiques de jeunesse et d'éducation populaire sur le territoire breton, et donc a fortement évolué depuis 1983, et aujourd'hui c'est 20 membres, 20 associations de jeunesse et d'éducation populaire, dont la Ligue fait partie, et dont les quelques-unes que tu as pu citer, qui sont déjà venues sur le Café Coop, qui font partie. Et avec ces 20 membres, on a deux grands enjeux principaux. Le premier, c'est de faire du lien, parce qu'en fait, les associations de jeunesse et d'éducation populaire, peu importe leur taille, peu importe leur vie, peu importe où ils sont, ont tous des réalités propres à elles et une dynamique propre à elles qui fait que c'est dur des fois d'interagir avec les autres, de comprendre ce que font les autres. Des fois, on fait la même chose sans faire exprès, ou alors on pourrait être complémentaires, on pourrait mutualiser, etc. Et donc, premier enjeu, c'est vraiment faire du lien. Faire du lien, développer l'interconnaissance, savoir qui fait quoi, savoir quelles sont les spécificités de chacun, quels sont les liens qu'on peut faire entre structures. Et donc mutualisation, interconnaissance, culture commune, cet enjeu-là. Et deuxième enjeu, c'est vraiment la notion de plaidoyer, de co-construire les politiques publiques
à l'échelle régionale spécifiquement parce que Cragep Bretagne, mais aussi d'accompagner sur les territoires de proximité pour pouvoir agir sur les politiques publiques comme on le verra sur les municipales avec l'enjeu des municipales en mars prochain. Plaidoyer et comment dire, impact sur les politiques publiques. L'enjeu, c'est justement de se dire que chaque association de jeunesse et éducation populaire a ses spécificités, a ses envies, a ses revendications, à son projet associatif, donc à son ambition d'impacter de telle ou telle manière la société, son territoire. Et donc notre objectif, nous, c'est de faire sens commun. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait commun chez nous? Et qu'est-ce qu'on va défendre, du coup, auprès des différents acteurs à tout échelon politique sur le territoire breton. Et donc voilà, c'est ces deux enjeux-là principaux qui nous rassemble et nous fait vivre. Et donc voilà, depuis 83, il y a eu pas mal d'évolutions. Pour la petite anecdote, c'est créé en 83, mais en vrai, officiellement, depuis 96, on a mis un peu de temps avant de déclarer, etc. On était une association de fait, puis après association déclarée en 1901. Et puis après, on a eu plusieurs échéances. Et quand on voit l'histoire, en fait, on a toujours voulu se positionner comme un acteur qui rassemble les acteurs de l'éducation populaire et de la jeunesse et les décideurs politiques. Voilà, tout au long de notre parcours, il y a eu des temps forts sur l'éducation populaire, des temps forts sur la place des jeunes dans les politiques publiques, sur différents temps en fonction des actualités politiques, en fonction des échéances électorales, etc. Là, depuis quelques temps, notamment depuis 2017-2018, avec tous les enjeux de la loi NOTRe, tous les enjeux de la loi égalité-citoyenneté qui a un peu... qui a eu un grand impact pour nous parce que 2017, quand la loi égalité-citoyenneté sort, c'est le CNAGEP qui pousse à mettre en place en tout cas en France, un dialogue structuré territorial. Et donc, mise en place d'un dialogue structuré territorial, revendication du CNAGEP, nous, sur le territoire breton, il fallait aussi qu'on aille, être force de proposition sur, maintenant qu'on a un dialogue structuré dans la loi, comment on le met en place concrètement sur le territoire breton. Donc, on pourra y revenir après. Mais du coup, c'est tout notre travail depuis 2017-2018 de travailler là-dessus, avec un gros document, un gros enjeu avant le Covid de sortir un document sur un guide des relations élus et jeunes. Et puis après Covid, un grand enjeu de crise du Covid. En fait, c'était particulier parce que on a eu beaucoup de complications dans nos réalités et dans notre vie associative. Et donc, ça a été important de remettre du rythme après le Covid, notamment en 2022-2023. Et donc, on a eu un gros temps d'état des lieux, en fait, où on en est, qui en est où, qui a quelle réalité, qu'est-ce que vous voulez du CRAGEP aujourd'hui, parce que voilà, avec les 1 an et demi de crise, et donc on s'est servi de 2022-2023 pour faire un gros point d'étape, un gros basculement pour après se dire qu'est-ce qu'on veut sur les 3, 4, 5 prochaines années, et ça a donné lieu en 2025 à la rédaction d'un projet régional 2025-2029 pour vraiment dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut et où on va. Ok. Avant de revenir peut-être juste sur le projet régional, nous dire un petit peu ce que représente le CRAGEP en termes de nombre d'associations, mais aussi de salariés, de bénévoles, même si les tailles sont assez différentes entre associations. Et normalement, nous, on va vous afficher aussi l'ensemble des logos des associations qui sont membres pour que aussi vous puissiez vous projeter dans les différentes associations. Et je vois Kevin prendre ses anti-sèches pour pouvoir donner les quelques chiffres. Ouais, mais en fait, je garde mes anti-sèches parce qu'en fait, c'est les chiffres qu'on donne publiquement après des récoltes, des travaux de recensement de ces chiffres-là. Mais en fait, les chiffres bruts comme ça ne servent pas à grand-chose. C'est après qu'est-ce qu'on en fait. C'est important si les assos, membres sont affichés. En fait, moi, je pars du principe que le CRAGEP, c'est une entité, mais qui reflète vraiment ces 20 associations membres-là qui sont affichées. Les 20 assos membres que vous avez affichés, parce que je vois dans le reflet de la vitre qu'elles sont là. Il y en a certaines que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Je pense que la diversité des personnes qui sont en train de nous regarder, en fait, vous les connaissez toutes et tous, plus ou moins directement ou indirectement. Et vous pouvez le voir là-dessus, c'est qu'il y a une grande diversité, autant par la taille que par l'action, que ce soit en termes de fonctionnement, etc. Mais ils ont ce même entité de notre pilier, c'est l'éducation populaire, et notre cible peut être plus large, mais en tout cas, il y a un focus qui est fait plus ou moins grand sur la jeunesse. Et donc, ce qui nous unit, c'est vraiment l'action éducation populaire et jeunesse. Et on va avoir des structures à 50, 100 salariés, voire plus, et des structures avec
1, 2, 3 salariés. Et l'idée, c'est qu'on fasse commun. C'est que peu importe la taille, peu importe ce qu'on fait, chacun a la même voix parce que chacun va ramener sa spécificité de l'éducation populaire pour le portage commun. Et donc, en termes de chiffres, donc 20 associations. Aujourd'hui, à l'instant T, quand on regarde le webinaire, on a des demandes qui arrivent, on a aussi des actualités ou des cycles associatifs qui fait que peut-être il y aura des départs aussi demain. Mais là, le fait qu'on sait aussi en 2025 assumer où on était avec un projet régional défini et un cap clair, ça fait aussi que ça rassure les personnes de vouloir s'engager à l'intérieur. Et donc, on imagine peut-être que dans les prochaines années, on pourra avoir d'autres membres à venir. Avec la spécificité de nos membres, il y a deux possibilités. Il y a soit les associations qui sont membres du CNAGEP et du coup qui peuvent venir au sein du CRAGEP Bretagne parce qu'ils ont une entité bretonne ou en tout cas une action sur le territoire breton. Et il y a aussi la spécificité de si on est une association de jeunesse éducation populaire, mais juste sur le territoire breton, mais pas ailleurs, il y a aussi cette possibilité de rentrer dans le CRAGEP, à l'exemple de l'UBAPAR, qui fait partie du CRAGEP Bretagne, mais qui est sur le territoire breton spécifiquement. Donc on a ces deux particularités. Sur le dernier recensement qu'on a fait, du coup, 20 associations jeunesse éducation populaire, presque 4500 salariés de l'ensemble de l'association de jeunesse éducation populaire. En termes de bénévolat, on était à 13 500 bénévoles recensés au moment où on a fait le travail auprès des différentes structures. Et puis en termes de bénéficiaires, c'est très très dur à quantifier. On a quantifié parce que chacun a son système pour voir combien on a de bénéficiaires directs, etc. On est sur du 700 000, en tout cas plus de 700 000 bénéficiaires, mais je veux mettre beaucoup de guillemets à ce chiffre de bénéficiaires, parce qu'il peut paraître grand, et en même temps, il est très minime par rapport à la réalité de nos actions, parce que l'éducation populaire et les associations là que vous voyez à l'écran, que vous avez vu à l'écran, en fait, elles sont dans notre quotidien. C'est-à-dire que ça va être de l'action de la garderie le matin, du centre de loisirs, de l'intervention en milieu scolaire, dans toutes les phases du système scolaire, que ce soit école, collège, lycée, université, que ce soit des interventions même auprès du personnel éducatif, ça peut être des interventions auprès des parents, ça va être l'activité sportive ou culturelle du soir, ça va être... En fait, dans notre quotidien, il y a l'éducation populaire, il y a des actions d'éducation populaire, et donc... pourquoi c'est difficile des fois de quantifier le nombre de bénéficiaires, c'est parce que entre les bénéficiaires directs qu'on a sur nos interventions et les bénéficiaires qu'on a de manière indirecte, parce qu'on fait de l'éducation populaire, et donc des fois, quand on va sur une place publique et on fait partager un outil, un sujet à débattre, etc., on fait de l'éducation populaire, sauf qu'il est très dur de quantifier, il y a un tel qui est venu, un tel qui est venu. Donc voilà, on donne un chiffre de 700 000 sur le territoire breton, mais pour moi... de façon directe, indirecte, on est à beaucoup plus, et c'est pas l'importance. L'importance, c'est surtout qu'est-ce que c'est l'éducation populaire et comment on le transmet et à quoi ça sert. Donc voilà en termes de chiffres. Et ça me permet de faire une super transition. Du coup, qu'est-ce qui fait aussi commun entre vous autour de l'éducation populaire et du coup avec ce projet régional? Ouais, c'est une bonne question parce que en fait, il y a 20 assos et 20 fonctionnements différents. Enfin, pas 20 fonctionnements différents, mais en tout cas 20 projets associatifs différents ou en tout cas complémentaires. Et quand, en fait, après le Covid, là, quand on a travaillé sur le projet régional, ça a été hyper intéressant de se dire qu'est-ce qui fait commun chez nous. Qu'est-ce qui, même si on a notre spécificité de public, d'action, etc., qu'est-ce qui fait consensus? Et donc, on a trouvé 5 éléments principaux, ou en tout cas 5 valeurs qui fait sens et qui fait le squelette de notre fonctionnement et notre raison d'être autour de la table. Le premier, c'est le fait de travailler sur la cohésion sociale, le fait de vraiment agir via l'éducation populaire ou via nos actions sur le fait de remettre du sens et remettre du lien entre les citoyens et les citoyennes, les habitants et habitantes, notamment les jeunesses, mais pas que, parce que vraiment il y a une diversité de public qui est touchée. Le deuxième, ça va être la coéducation, le fait que, en fait, en tant qu'acteur de jeunesse éducation, vous le verrez avec la présentation de l'outil, en fait, on est, une part, ou en tout cas un élément de l'éducation des jeunesses bretonnes. Mais on sait très bien qu'on n'est pas les seuls. On est complémentaire des parents, du système éducatif, des loisirs, etc., et que nous, on veut vraiment être dans cette logique de coéducation. On ne fera pas tout, et on ne veut pas être les seuls. On veut être en complémentarité de ces différentes personnes. Donc c'est pour ça cet enjeu de coéducation. On a un enjeu de continuité éducative, nous, qui fait sens pour nous. En fait, on veut
Et c'est vraiment notre plaidoyer. On veut arrêter ce système de silo où il y a telle institution qui va faire telle chose, telle institution qui va faire telle chose, telle école qui va faire quelque chose. Et puis après, on va arriver au sport, on va parler un autre langage. On va aller en culture, on va parler un autre langage, etc., etc. Et du coup, ça ne marche pas. Si les jeunes, ils ont des mots différents alors qu'on parle de la même chose à tel ou tel endroit, ou alors une façon d'éduquer à tel ou tel endroit qui est différente, c'est pas possible. Et du coup, nous, c'est important qu'on fasse du lien. Un jeune, peu importe où il est, il doit avoir une continuité éducative qui soit cohérente. Et du coup, c'est pour ça que nos associations, de par leurs actions, de par leur plaidoyer, et même l'accompagnement des collectivités et des acteurs de territoire, et ben on est vigilant à ce qu'il y ait cette même logique éducative, cette continuité éducative et ce lien. Donc, ces trois-là. Après, il y a vraiment l'enjeu d'émancipation individuelle et collective. Ça fait écho à l'éducation populaire, mais en fait, si on utilise l'éducation populaire, c'est en fait pour, de un, remettre la place du jeune ou de la personne, du bénéficiaire, à sa juste place, c'est-à-dire que, en fait, arrêter d'être descendant, arrêter de lui dire ce que c'est la vérité et de se positionner en sachant, mais vraiment lui donner la place qu'il doit avoir sur son territoire, dans son établissement scolaire, etc., etc. Et donc, redonner la place aux jeunes et aux bénéficiaires au sens large, et surtout lui donner les clés d'évolution, les clés de réussite, les clés d'épanouissement, les clés de... Voilà. Et donc, nous, c'est important que quand on arrive avec nos actions, nos dispositifs, etc., on ait un avant-après. C'est-à-dire que comment on fait pour lui donner les outils, les moyens pour qu'il se sente mieux, pour qu'il se sente les moyens d'agir, de parler, de communiquer, de prendre part à la société, de prendre part à la démocratie, de prendre part... Enfin, voilà, faire du lien, etc. Et du coup, il y a vraiment cette notion d'émancipation, d'aider en tout cas à se projeter et à évoluer individuellement, mais aussi collectivement. Il y a ces deux enjeux-là qui sont complémentaires. Et puis, dernière chose, si on est là au CRAGEP, si on se réunit au CRAGEP, c'est cette volonté de faire évoluer les politiques publiques. Et donc, cet enjeu de construction des politiques publiques, on ne veut pas être... que des associations qui mettent en place des dispositifs ou des marchés ou des directives de politique publique. Nous, on veut prendre part en tant que société civile à la politique et à la société de demain. Et donc, c'est important pour nous quand il y a des actualités, quand il y a des urgences, quand il y a des spécificités de territoire, quand il y a des remontées d'associations, même hyper locales, à partir du moment où c'est dans notre réseau, c'est pris en compte et puis on essaye de faire des plaidoyers ou des revendications auprès des décideurs ou décideuses pour pouvoir justement construire ces politiques publiques. Donc voilà le socle commun. Et dans ce sens-là, donc, vous avez sorti un memento sur l'éducation populaire en Bretagne et la cohésion sociale dans les communes. Exactement. Que j'oublie pas un mot. Et du coup, quel rôle joue aujourd'hui l'éducation populaire au niveau local et communal pour un peu aussi que là, on est avec un réseau régional et on va voir après avec Eva des actions locales, mais peut-être aussi un peu illustrer pour les personnes qui nous regardent. Ouais, mais c'est hyper important. En fait, 2025, on a simplement tourné la feuille des années qui suivent. On a l'élection municipale en 2026, 2027, élection présidentielle et élection départementale et régionale en 2028. 3 gros enjeux qui arrivent. Donc en 2025, on a pris aussi nos responsabilités de se dire, là, on a 3 ans, il ne faut pas qu'on loupe le coche. Les premières, c'est les municipales. Pour nous, c'est un maillon essentiel d'action et de développement de l'éducation populaire sur les territoires. On oublie très souvent, mais les premiers, financeurs et acteurs du développement de l'éducation populaire, c'est les collectivités territoriales et en premier lieu, les collectivités de proximité, les municipales, et, les communes et les intercos. Et donc, en tant que comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire, donc rassemblement des différentes assos, c'était important pour nous de prendre notre part. Prendre notre part avant et après. Avant, fin 2025, début 2026, on a sorti du coup ce memento justement sur cet enjeu de préserver la cohésion sociale dans les communes, avec l'idée on est politique, on a une envie de transformation de la société et on est persuadé que l'éducation populaire doit reprendre sa place sur les territoires pour tous les enjeux qu'on connaît de cohésion sociale, de vivre ensemble, de solidarité. Sauf que c'est un mot qui est très dur, c'est un mot qui n'est pas toujours facile, et comment on le témoigne, comment on le met concrètement dans les programmes ou dans les actions, etc. Et donc, pour simplifier la vie, parce que c'est notre rôle, on a réalisé 10 préconisations simples à mettre en place dans les programmes pour pouvoir justement développer l'éducation populaire. Et les choses simples, la première, par exemple, c'est nommer quelqu'un, un élu, et mettre des moyens sur l'éducation populaire sur son territoire.
pour nous, en tant qu'association de jeunesse éducation populaire, c'est aussi une facilitation. Quand on arrive sur une commune, on ne sait pas qui gère l'éducation populaire. Déjà, c'est très compliqué de pouvoir entamer la discussion. Et puis, si on n'a pas quelqu'un qui est dédié et qui doit rendre des comptes et même, ou avoir des moyens sur l'éducation populaire, bah, la différence, elle est flagrante. Entre il n'y a rien et il y a quelqu'un qui est dédié à ça, qui est nommé et qui a des moyens, la discussion ne va pas être les mêmes et les enjeux ne vont pas être les mêmes. Et donc, sur chaque préconisation qu'on a, l'enjeu, il est justement de développer l'éducation populaire et on explique à chaque fois comment, pourquoi et par quels moyens. Forcément, c'est un peu brut de décoffrage et quand on l'a sur le papier, on dit bah ok, on le rajoute dans le programme, mais ça sert à rien si c'est juste pour le rajouter. Nous, le CRAGEP, on a à votre disposition aussi les différents acteurs associatifs ou même candidats municipaux ou acteurs des municipales, si jamais ils ont envie de mettre en place du pop, nous on a à leur disposition pour le faire concrètement et pour l'expliquer concrètement de là où on veut aller et quels sont les enjeux. Donc, voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter d'autres choses avant de passer à l'illustration locale ou... Juste sur j'ai dit avant, mais du coup après aussi, sur les municipales, en gros, il va y avoir les municipales du 15 au 20, enfin le 15 et 22 mars prochain. On a fait notre travail avant et on veut aussi avoir notre travail, notre enjeu et notre place après les élections municipales. Et donc, on a construit un projet au sein du CRAGEP qu'on a proposé à la région Bretagne, à la Dragesse, d'avoir s'ils étaient intéressés et le résultat est que la région Bretagne et la Dragesse sont plutôt intéressés parce qu'on va coporter à 3 un projet qui normalement va se dérouler le 20 juin prochain à Brest, où l'idée c'est de réunir tous les élus municipaux qui ont été élus, les maires notamment, qui ont été élus, peu importe la taille de la commune, peu importe le lieu en Bretagne, peu importe le type de territoire, mais on vous a donné les billes avant les élections, vous avez été élu, vous avez des responsabilités maintenant sur la jeunesse, sur l'éducation populaire, on sait que c'est pas facile. Venez le 20 juin à Brest et on vous donne tous les outils. Il y aura toutes les associations de jeunesse et éducation populaire présentes, il y aura des ateliers sur les thématiques liées au développement de l'éducation populaire et l'idée c'est qu'en une journée on donne les contacts, les outils, toutes les informations pour pouvoir développer tout ça. Parfait. Voilà, donc je donne rendez-vous, j'ai spoilé la date, etc. Mais il fallait. C'est les premiers au courant, donc profitez-en de cette exclusivité grâce à Camille. Peut-être du coup pour me tourner me tourner pas grand-chose vers toi, Eva, l'idée de pouvoir aussi t'accueillir et présenter l'action de la Ligue 35, la Ligue de l'enseignement 35 sur ce fameux kit démocratie. Parlons démocratie. C'était de pouvoir aussi illustrer concrètement ce que peut faire l'éducation populaire sur la citoyenneté et sur la démocratie au niveau local. Peut-être avant de revenir sur le kit, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Ligue de l'enseignement, notamment du coup d'Ille-et-Vilaine dont tu es salariée? Tout à fait. Donc la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire. On peut retrouver une Ligue de l'enseignement dans quasiment tous les départements de France, métropolitains et outre-mer, pareil. La Ligue 35, donc pour la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine, elle a été créée il y a une centaine d'années. Bien avant le CRAGEP. Oui. Mais c'est normal, il faut que les associations se créent et après se rassemblent pour créer le CRAGEP. Et avec toujours le même objectif, avec un changement de contexte et d'époque qui fait que les actions n'ont pas toujours été les mêmes, mais la volonté, en tout cas l'ambition est restée celle de continuer à former des citoyens éclairés, émancipés, de développer l'esprit critique de la jeunesse, mais pas que, parce que la Ligue de l'enseignement, en tout cas en Ille-et-Vilaine, a aussi des missions culture-justice. On va faire de la culture en prison, par exemple. Donc, il y a de la jeunesse, mais pas que. Mais c'est aussi surtout un mouvement qui est partenaire de l'éducation nationale. Donc, c'est pour ça qu'on intervient énormément sur le temps scolaire. C'est une de nos actions principales, je dirais. À la Ligue 35, il y a un pôle éducation avec 4-5 animateurs, animatrices en fonction des périodes pour intervenir auprès du public scolaire, donc de la maternelle jusqu'à la terminale. Okay. Il y a un volet formation adulte aussi, toujours sur des questions de citoyenneté. Pour l'expliquer simplement aux élèves, moi je dis la citoyenneté, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre tous ensemble, avec nos différences, sur un même territoire. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de leur amener la bonne réponse, mais grâce à des méthodes actives, de leur permettre de comprendre par eux-mêmes, de débattre, d'échanger, et avec ça, on arrive à forger leur esprit critique.
Et du coup, donc, au sein du pôle éducation de la Ligue, vous avez créé ce kit Parlons Tout à démocratie fait. qui reprend en fait des choses que vous faisiez déjà C'est ça. auparavant, mais dans un kit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Exactement. En vrai, je peux remonter l'histoire à assez longtemps. En 1866, Jean Massé il crée la Ligue de l'enseignement, pas dans l'idée de de faire des élections, mais de créer des citoyens, des électeurs éclairés. Dans cette continuité-là, nous, au fur et à mesure, donc on forme à la citoyenneté, on favorise l'engagement des jeunes, etc. Mais on veut aller plus loin, on veut former aux politiques. Et on peut oser dire le mot politique, pas dans un sens partisan. On ne va pas influencer les jeunes, on va essayer de les aider à penser par eux-mêmes pour qu'eux puissent faire leurs propres choix et décident qui ils ont envie de voter. C'est dans ce sens-là qu'on parle de politique. Notre action, elle s'appelle plus Former aux politiques, comme elle a pu l'être. Aujourd'hui, on parle de parlons démocratie avec les jeunes en fait, ça peut faire peur le mot politique. Du coup, pour essayer d'être le plus large possible dans les publics qu'on veut toucher, ça s'appelle Parlons démocratie. Et donc, c'est composé pardon, en 5 séances plus une C'est rencontre ça. avec des élus, c'est ça? En gros, l'idée, c'est d'intervenir sur le temps scolaire, pourquoi pas au sein des cours d'EMC, menés par les profs d'histoire géo, par exemple, l'éducation morale et civique, dans lequel ils ont une formation sur les institutions françaises. Nous, on pourrait venir en complément de ces enseignements-là pour utiliser des méthodes qui sont différentes de ce qui est proposé par l'éducation nationale. Les méthodes actives, ça peut être faire des débats avec les élèves. On leur donne les moyens, on leur donne le temps de pouvoir discuter, d'échanger entre eux, ce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de faire en classe. En tout cas, c'est ce qu'ils me font ressentir. Et les enseignants, professeurs sont souvent étonnés de la place que peuvent prendre certains élèves lors de nos animations, ce qui n'arrive pas toujours dans leurs interventions, enfin dans leurs cours. Du coup, c'est 5 interventions en classe, c'est 5 fois 2 heures. Et pareil, je ne sais pas s'il y a aussi affiché, la première intervention de 2 heures, elle s'appelle « Et si on parlait politique ?» Là, on part des bases. La première chose qu'on fait dans cette intervention, par exemple, c'est leur montrer un clip d'un film qui est humoristique, où on voit un débat entre des jeunes pour parler de politique qui est un peu catastrophique. En fait, c'est une manière toute simple de rendre simple le débat, accessible, de sortir de ce qu'ils peuvent voir à la télé et leur mettre le pouvoir entre les mains, de eux pouvoir s'exprimer aussi. Juste cet outil-là, ça change tout ce qu'il y a après. Et dans cette séance, on pose la question de débat, la politique, ça intéresse les jeunes ou pas? Et la majorité dit non, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est le début de la séance. Et en fait, l'objectif, c'est de les pousser dans leurs réflexions, de les faire réfléchir. Et en général, à la fin de la séance, ils disent « Ah ouais, en fait, peut-être la politique, ça nous concerne. En fait, c'est tout autour de nous. » En tout cas, c'est là où on essaye de les emmener. Il y a une deuxième séance qui s'appelle « Histoire et fonctionnement de notre démocratie ». Donc là, on va faire différents ateliers pour essayer de comprendre ce qu'est notre Parlement, qu'est-ce qu'on entend derrière la navette parlementaire, des choses comme ça. La troisième séance s'appelle « L'éventail politique ». Donc là, on veut faire discuter les élèves sur ce qu'ils connaissent de la politique. Ils vont essayer de nous dire toutes les personnalités politiques qu'ils connaissent, tous les partis politiques. On essaye de les placer sur une frise, de la gauche à la droite. On peut parler un petit peu d'histoire de la gauche et de la droite en France. En gros, leur donner des clés de compréhension pour tout ce qu'ils entendent dans les médias tous les jours. Il y a une quatrième séance sur l'argumentation et les médias. Là, on les met en position de débat argumenté. Là, on ne leur fait pas juste un débat mouvant sur une question un peu directe et facile. On va essayer de rentrer dans quelque chose de plus complexe en leur donnant des outils qui vont leur permettre d'argumenter. On parle par exemple de moisissure argumentative. C'est des techniques qui sont utilisées dans les débats à l'oral pour essayer de convaincre un auditoire. Du coup, on essaye de leur partager ces techniques-là et pour le jeu, on leur impose une technique, une moisissure argumentative qu'ils doivent utiliser dans leur débat. C'est une filouterie, on va dire, c'est du débat pour qu'ils utilisent ces techniques pour pouvoir ensuite les décrypter quand ils assistent à des débats qui peuvent être diffusés à la télévision. Il y a une 5e séance qui s'appelle « Décrypter l'information ».
Là, on s'intéresse aux médias, à la manière dont ils en transmettent l'information et quels biais peuvent être utilisés par les médias. Donc, sur une même information d'actualité, comment différents médias les traitent. Et là, du coup, on crée la discussion, on échange aussi autour de ça. Ça, c'est les 5 séances en classe et il y a une dernière séance où on va essayer d'amener les élèves dans une institution publique. Ça peut être une mairie, le conseil de la région, le conseil départemental, d'aller visiter ce lieu qui a souvent un intérêt historique. L'hôtel de ville de Rennes, par exemple, il y a beaucoup de choses à raconter dessus. Et par la même occasion, on essaye de rencontrer un ou une élue. On essaye de prendre l'élu qui concerne l'établissement. Si cet élu a une référence dans un quartier de Rennes, ça peut être l'occasion de faire rencontrer, de créer la rencontre entre l'élu du quartier et les élèves. Et les élus ils vont toujours très présents. Enfin, ils sont toujours partants pour discuter avec les élèves et c'est l'occasion pour eux de voir qu'un élu n'est pas toujours en costume cravate, de démocratiser encore une fois la chose et de créer du dialogue. Oui. 2 questions dans le chat. Êtes-vous régulièrement sollicité pour animer ce kit ou quelle classe concerne-t-il? Et une deuxième question qui se recoupe, à qui est destiné ce kit, quelle tranche d'âge? D'accord. Ouais, je crois que c'était une des questions. Je me mets en pause. On va prendre un café. C'est ça. Ce kit, avant qu'il se décline en 5 séances, du coup, il s'appelait Formé aux politiques et c'était des interventions de 2 heures, juste en une fois. Il n'y avait pas de parcours comme là, il est proposé et on a pu intervenir sur ce sujet dans une trentaine d'établissements, dans une trentaine de classes sur différents établissements rennais principalement. Ça a très bien fonctionné à un moment où on avait pu utiliser une des enveloppes financières d'innovation pédagogique à la Ligue de l'enseignement, où du coup, cette action était proposée gratuitement aux établissements. Et là, du coup, ça fonctionnait très, très bien. Nos interventions étaient vite demandées. Aujourd'hui, cette action n'est plus une innovation pédagogique. Du coup, elle est proposée à même titre que nos autres interventions dans notre catalogue. Du coup, ça revient à dire que cette action est financée parfois sur les fonds propres des établissements. Du coup, ça entraîne toutes les difficultés qu'on peut imaginer de financement de ces actions-là. Après, il y a des dispositifs régionaux qui permettent aussi le financement de ces actions, comme Carta, qui finance des actions autour de la citoyenneté. Et pour l'instant, avec le projet Carta, on n'a pas mis ça en place parce qu'au final, ce kit date de cette année, il a été finalisé cette année. Donc, on espère que ça va se mettre en place dans les années à venir. Mais on continue nos actions ponctuelles. Par exemple, il y a l'EREA, l'établissement spécialisé de Bréquigny à Rennes, qui a fait appel à nous en début d'année scolaire pour faire une matinée sur le sujet de la démocratie. Donc, on a fait une séance de 2 heures avec des débats, avec un hémicycle sur lequel il fallait replacer les différents partis politiques de notre Assemblée nationale actuelle. Et on a ensuite été, c'était pas évident, mais ça a créé la discussion et c'était super intéressant. Et ensuite, on a été à l'hôtel de ville de Rennes où on a rencontré Xavier Desmaux, qui est élu justement au quartier de Bréquigny, dans lequel se situe l'EREA de Rennes. Et si aujourd'hui des établissements ou même des structures souhaitent bénéficier du kit, il suffit aujourd'hui de prendre contact avec vous. C'est ça. Avec par contre le fait de devoir financer, en tout cas trouver le financement pour. Oui, c'est exactement ça. Et pour répondre à la question sur la cible de ce kit, il est principalement à destination des lycéens. Voilà, ça rentre dans le programme. C'est ça. Ça rejoint un petit peu aussi une question. Pardon, donc plutôt lycéen, et je rajoute une question qui vient d'arriver. Et ce dispositif kit pédagogique est-il également disponible auprès de la Ligue de l'enseignement du Finistère? Pas encore. En fait, on aimerait réussir à partager cet outil avec nos collègues, mais notre idée n'est pas de leur donner nos outils comme ça, mais de pouvoir faire une formation qui sera à destination de nos collègues, mais aussi d'autres acteurs d'éducation populaire qui pourraient intervenir auprès des scolaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait la même question pour les Côtes d'Armor, mais j'imagine que c'est la même réponse.
Personne du 35 dans le chat. C'est peut-être une question un peu simple, mais c'est peut-être important de le redire. Pourquoi pour vous, à la Ligue, c'est important aussi d'aller former et accompagner ces jeunes sur ces questions, notamment les lycéens Et ben, tout d'abord, l'actualité, tu l'as rappelé, les élections qui arrivent sur toutes les années 2026, 2027, 2028, leur donner les clés pour comprendre ce qui arrive, déjà, les faire débattre, leur faire prendre conscience qu'ils ont eux-mêmes une voix et une opinion, quelle qu'elle soit, leur faire prendre conscience du poids que ça peut avoir. C'est important aussi de faire ces interventions pour leur faire prendre conscience que le politique, c'est pas seulement mettre un bulletin dans l'urne. C'est aussi leur engagement au quotidien, que ce soit dans leur club de foot, dans leur association de quartier. Tout ça, c'est faire des choix politiques. Tout ce qu'ils décident de faire, de ce qu'ils décident de dire, à qui ils décident de s'associer, tout ça, ce sont des choix politiques. Et pour nous, c'est hyper important de pouvoir leur faire prendre conscience de ça dans le contexte actuel dans lequel on est. Ouais. Et je me permets de compléter, hein, mais ou de réagir peut-être. Je trouve aussi qu'il y a un enjeu de réponse à un besoin qui est témoigné des adultes, des personnels éducatifs, etc., sur un nombre de statistiques qu'on peut voir de la baisse des votants chez les jeunes, ou même de manière générale, le fait que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique, on entend des on-dit partout, et des fois c'est juste aussi une demande des établissements ou des personnels éducatifs voilà, on aimerait bien travailler là-dessus, on aimerait bien travailler là-dessus. Des fois c'est dur quand on est responsable de jeunes, quand on est prof, quand on est au sein de l'établissement, d'amener des sujets de ce type, et c'est pour ça que l'association de jeunesse et éducation populaire, comme la Ligue, comme l'ensemble de notre réseau, en fait, le fait d'avoir aussi une tierce personne qui vient, ça amène une notion de neutralité ou de bon, bah là, je peux me permettre le temps d'un instant de. Enfin, ça lance une nouvelle dynamique. Et pour des établissements, c'est essentiel. Et le nombre de retours qu'on a de la Ligue, des autres assos, etc., qui interviennent dans les collèges, dans les lycées ou autres établissements, et même dans les municipalités hautes, c'est. En fait, ils ont déjà essayé de mettre cette thématique-là de plein de manières différentes. Pourquoi avec vous ça a marché d'un coup? Mais parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans votre quotidien. Nous, déjà, on a des outils spécifiques qui vont créer cette émulsion, et aussi, on n'a pas la même relation. Et du coup, c'est complètement différent, comme le fait de La parole se libère mais différemment. complètement. Puis notre approche aussi nous permet ça, l'éducation populaire, forcément. Et c'est tout ce que tu viens de dire, je trouve, en fait, on ne va pas donner un outil pour qu'il le fasse demain. Au sein de chaque réseau, il va y avoir des formations pour pouvoir accompagner, former et animer de la vision la plus optimale possible pour les bénéficiaires. Mais en fait, c'est ça, c'est que en fait, nous, on ne met pas des outils juste comme ça dans les gens. On a réfléchi à comment on l'amène, qu'est-ce qu'on va amener comme question, quelle posture va avoir l'adulte, quel positionnement de la salle, etc. Tout ça, c'est réfléchi pour pouvoir amener chaque outil. Et ça, c'est hyper important. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de passer plutôt à la partie finale de l'échange, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout à fait. Une question, est-ce qu'un service information jeunesse pourrait s'inspirer de ce kit ou être formé pour pouvoir intervenir dans les établissements scolaires locaux, ici en Finistère? C'est la première question. Il y en a une deuxième. Le repérage de la vraie information est-elle un sujet, avec l'IA qui prend de plus en plus de place dans ce cadre? Première question, tout à fait. N'importe qui pourrait se faire former à la mise en place de ce kit avec plaisir même. Il faut prendre contact avec la Ligue de l'enseignement et on pourrait organiser ça. On n'en a pas encore créé, enfin on n'en a pas encore fait de formation pour utiliser ce kit, mais c'est notre objectif. Donc tout à fait, et n'importe quelle structure. Parfait. Peut-être, normalement, à la fin du webinaire, on va bien mettre les contacts des personnes qui sont présentes, donc si vous voulez contacter Eva. Et la deuxième question sur la détection de l'information, notamment avec l'IA. Oui, ça c'est un constat général de notre équipe à la Ligue de l'enseignement sur l'actualité nous le montre tous les jours sur l'importance de devoir vérifier l'information, on parle de post-vérité, de fake news, c'est des choses qui peuvent être hyper abstraites pour les élèves, ils peuvent en entendre parler. C'est hyper compliqué pour chaque tranche d'âge, que ce soit, en vrai, là on parle de jeunesse, mais tout ça, on pourrait le faire aussi avec des personnes plus âgées. On est tous vulnérables face à ça. Et donc, ça nous semble hyper important de l'inclure dans ce kit
sur le politique, parce qu'en fait, les médias sont indissociables. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indissociables des opinions politiques qui sont transmises autour de nous. Et peut-être aussi pour rebondir sur les différents âges, là c'est vrai qu'on a fait un focus sur les lycéens avec le KIT, mais la Ligue de l'enseignement, notamment le 35, travaille aussi beaucoup avec le primaire, avec même une majorité d'interventions dans le C'est primaire. ça. Il y a une majorité d'interventions dans le primaire qui est liée au financement qui est accordé aux actions dans le primaire. Comme tu disais, la ville de Rennes, par exemple, c'est notre partenaire financier, un des plus importants pour pouvoir mettre en place des actions sur le territoire. Ils financent des classes de ville qui sont des classes de découverte sur la ville de Rennes où on va aller visiter des associations partenaires de la Ligue de l'enseignement. Et voilà. Et sinon, on fait beaucoup de développement durable avec les primaires aussi. Est-ce que tu veux en dire un mot On travaille avec Rennes Métropole et le syndicat départemental des énergies qui nous missionne pour aller en classe pour parler des déchets et pour parler des énergies avec les élèves. Ça montre aussi un autre aspect du travail de la Ligue, pas uniquement sur citoyenneté et démocratie. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, je vais me tourner vers vous avec la dernière question qu'on pose à tout le monde. Sur quels enjeux vous aujourd'hui vous identifiez pour les mois à venir. On les a un peu illustrés dans l'échange, mais pour vos deux structures, en tout cas, quel message vous voulez faire passer pour cette fin de webinaire? Comme tu veux. Comme tu veux. Vas-y, si tu veux. On a peut-être des enjeux qui se rejoignent parce que en fait, les élections qui vont arriver peuvent déterminer l'avenir de nos associations d'éducation populaire. Nos associations sont dépendantes de financement public parfois, et en fonction des changements de gouvernement qu'on peut avoir, ces subventions peuvent par exemple disparaître. Donc il y a des enjeux sur la manière dont on va réussir à faire perdurer nos actions dans les établissements scolaires qui, on l'a montré juste avant, nous semblent primordiales, hyper importantes. Donc ça, c'est un enjeu très fort. J'ai envie de garder ça comme mot de la fin, non, mais c'est hyper important en fait ce que tu viens de dire, et que en fait on oublie souvent, ou peut-être qu'on n'a pas assez compris que l'éducation populaire, comme le sport, comme la culture, comme les langues régionales, etc., c'est des compétences qui sont des compétences facultatives auprès des communes, auprès des intercos, auprès des départements et des régions, et que c'est pas obligatoire pour eux d'agir là-dessus. Et donc ça a la sensibilité de chacun. Et donc si nous, on ne va pas expliquer tous les jours, par des initiatives, par des actions, par tout ce qu'on fait au quotidien, ce que c'est l'éducation populaire, l'impact que ça a, les bénéfices que ça a pour les bénéficiaires, ça va être très compliqué. Et donc, de un, il y a un enjeu pour nous de valorisation. Qu'est-ce qui se fait concrètement sur les territoires? Et c'est pour ça que je suis très content que la Ligue 35 parle de son nouvel outil aujourd'hui, et qu'on va continuer à le faire de chaque innovation qu'il y a sur chacun des réseaux, qu'on laisse la parole et la présentation de ces outils-là. Donc il y a la valorisation vraiment de ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait et quel est l'impact. Et puis, quels sont les enjeux pour nous demain sur chaque échelon territorial? Voilà, quel va être l'enjeu et qu'est-ce qu'on va devoir revendiquer pour que l'éducation populaire reprenne sa place. Si jamais, en fait, on voit déjà la disparité sur chacun des territoires, que ce soit les communes, les départements, etc., sur l'éducation populaire. Et donc, nous, c'est important que chaque jeunesse sur le territoire breton ait les mêmes droits et les mêmes possibilités. C'est pas normal qu'un jeune sur un territoire n'ait pas l'accès au départ ou aux vacances, le droit aux vacances comme un autre qui est sur un autre territoire parce qu'il y a des aides municipales, parce qu'il y a des aides départementales, et ça, c'est pas possible pour nous. Et donc, c'est important qu'on ait une logique régionale, qu'on ait une logique de mutualisation, qu'on ait une logique de revendication propre, de peu importe où on est sur le territoire, peu importe le jeune qu'on est, on est tous les mêmes droits. Et donc, on va agir, nous, en 2026, en 2027, en 2028, à fond là-dessus. Et sauf que quand on dit en fait, on pense souvent à la tête de réseau. On pense souvent à le CRAGEP en tant que tel, ou les 20 membres qui viennent régulièrement participer aux travaux du CRAGEP. Mais en fait, non, c'est les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. C'est les plus de 4000 salariés du CRAGEP, c'est les plus de 13 000 bénévoles sur le territoire qu'il faut qu'ils s'imprègnent de l'enjeu politique derrière du développement de l'éducation populaire et de l'enjeu de l'éducation populaire sur les territoires, et qu'on fasse tous sens commun et culture commune sur cet enjeu-là. Peut-être un mot de la fin.
si ça nous va. Ça va à tous les deux. Du coup, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire Café Coop. On se retrouve au mois de mars. On revient rapidement vers vous avec un programme un peu plus détaillé des mois à venir concernant les cafés coop. Merci à tous et à toutes pour votre participation et vos questions. Et puis, on vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end à venir. Au revoir. Merci. Merci à vous.